D'abord, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'être ici. Bienvenue. Et on vérifie ensemble que vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Thierry Lissac. Jusque-là, ça va? Il est encore temps de partir. Alors, je propose ce soir de vous présenter la démarche que j'appelle sur deux jambes. Je vais m'expliquer sur le sens de l'expression. Et c'est donc parce qu'il y a deux jambes, ça va être une présentation en deux volets. Le premier concerne ce que j'appelle l'émergence de l'âme, et le second, la conscience de la faille. Dans l'émergence de l'âme, on fait intervenir ce que vous voyez sur cette affiche qu'on a créée. Ça fait intervenir les strates de l'être. C'est une des deux jambes, ce que j'appelle deux jambes pour avancer, pour progresser. Et cette jambe-là consiste, de manière assez classique et traditionnelle, à ce que j'appelle descendre. C'est une expression que j'utilise souvent, vous la réentendrez ce soir, vers la nature profonde, ou l'âme. J'utilise plus facilement le terme âme, mais ça désigne la nature profonde de l'être de chacun d'entre nous. La nature profonde étant ce qui précède tout le reste, en particulier tous les apprentissages, les conditionnements, etc., qui contient en germe le chemin de vie. Les strates de l'être, là il y en a 6, c'est une vision, une perception verticale, déployée verticalement, depuis l'âme, qui est le niveau le plus fin de l'être, jusqu'à des niveaux plus condensés, plus superficiels ou plus grossiers, mais qui ont tous leurs fonctions. Ce déploiement, j'appelle ça un déploiement parce que dans la perception la plus intime qu'on puisse en avoir, sa nature profonde, la nature profonde, c'est la seule réalité à l'intérieur de laquelle tout existe. En réalité, toutes les strates que je décris ici existent à l'intérieur de l'âme, mais pour les besoins de l'exploration et de la compréhension, je les déploie de cette façon verticalement. Ce qui permet aussi d'illustrer le fait qu'on descend, qu'on fait une plongée vers l'intérieur, quand on passe des strates les plus superficielles jusqu'au plus profond. Ce dessin et ce que ça représente est très simple. C'est aussi le fruit des à peu près 35 dernières années d'exploration personnelle et de mes 20 dernières années au contact avec les gens avec qui je travaille. Et c'est arrivé un petit peu comme l'aboutissement de la démarche d'aide, de la relation d'aide. C'est-à-dire que ces deux aspects, les deux jambes dont je parle, m'apparaissent aujourd'hui comme ce qui est idéal pour l'être humain dans le contexte actuel. On peut, grâce au mouvement de l'attention, passer de la strate mentale assez facilement aux sensations, à reconnaître les émotions, à les distinguer dans un premier temps, même si, comme je le disais tout à l'heure, tout est au même endroit, unifié. On peut aussi les distinguer parce qu'il y a une certaine valeur, il y a un certain intérêt à ça dont on reparlera. Ça, c'est la démarche intérieure, c'est ce que j'appelle l'émergence de l'âme, dans le sens où au moment où on arrive au niveau de l'âme, l'idée c'est de remonter évidemment, de revenir à la vie quotidienne, à ce que j'appelle le chemin de vie, avec une irrigation, un terme que j'utilise beaucoup maintenant, une irrigation de chaque strate par l'âme. C'est-à-dire que dans l'idéal, c'est souvent ce qui manque, les strates existent, on est souvent un peu confiné aux 3 strates de surface, pensée, sensation, émotion, qui représentent ce que j'appelle le personnage social. Et les strates impersonnelles sont celles du sentiment, intuition, âme, qui sont souvent couplées des 3 autres. Et donc à partir du moment où, quand on fait cet exercice, quand on commence à être familier avec ces niveaux plus profonds, ces strates plus profondes de l'être, elles commencent à irriguer les autres, c'est-à-dire à revitaliser ce qui est un peu asséché,
est problématique souvent quand il y a une coupure. Et au point de jonction entre les strates personnelles, les 3 du haut, les strates impersonnelles, les 3 du bas, au niveau le plus fin de l'émotion, juste avant le niveau du sentiment, on reviendra sur le sens de ces distinctions, il y a, je localise, si vous voulez, le deuxième aspect de la démarche, qui est un peu plus pointu, qui est une démarche d'exploration intérieure, mais aussi d'exploration dans les mouvements du quotidien, c'est donc la conscience de la faille. Ce que je veux dire pratiquement, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, si vous êtes familier avec cette question-là, de quel endroit je m'exprime, vous modifiez votre regard sur ce qui est en train de se passer. Si vous êtes dans un conflit, vous êtes conscient que vous êtes en train de parler à partir de la tête ou à partir de l'émotion, c'est pas la même chose, évidemment. Vous ne pouvez pas revendiquer que vous parlez à partir du niveau du sentiment. Souvent, dans un conflit, quelqu'un pourrait être amené à dire « là, je te parle comme ça parce que je t'aime », alors qu'en réalité, l'amour est du niveau de la strate du sentiment, ça a une saveur particulière. Éprouver l'amour, c'est une saveur différente de la demande affective qui se situe au niveau de la strate émotionnelle. Donc la revendication est plus... On peut affirmer quelque chose sur ce que l'on vit, mais à partir du moment où on connaît l'endroit d'où on parle. Donc reconnaître dans un discours, dans le moment où je parle à quelqu'un, que je suis en train de parler du mental, de l'émotion, du sentiment, ou que je confie, ou que je verbalise ou transmets une intuition, par exemple, qui n'est pas la même chose, qui n'a pas la même saveur qu'une pensée, même si on peut la traduire par les mots, ou si une forme de silence ou une évidence particulière qui vient de la nature profonde s'exprime. Voilà, tous ces niveaux existent, ils coexistent d'ailleurs. À chaque instant de notre existence, chacune des strates qui a sa propre fonction dans le déploiement de l'être, chacune des strates se manifeste. On n'est pas toujours conscient de ce fait, c'est-à-dire du fait qu'il y a ces 6 strates qui vivent en même temps. On est souvent très limité, on peut dire que certaines personnes sont limitées à la strate mentale la plupart du temps, ou mentale émotionnelle, ça c'est le fonctionnement le plus commun, mais on passe à côté de 4 autres strates. On peut passer même, en étant limité à la pensée, à l'émotion, on peut passer à côté des sensations, c'est-à-dire ne pas reconnaître certaines sensations du corps. Donc je ne parle pas, évidemment, de distinguer ce qu'est un sentiment, une intuition et la qualité particulière de la nature profonde si on est confus au niveau des strates de surface. Donc il y a bien un cheminement progressif, intentionnel. On le fait pour apprendre à reconnaître, on n'est pas obligé de le faire comme ça. Moi, si je ferme les yeux, le plus souvent, effectivement, c'est ce que vous disiez, ce serait plutôt une descente assez radicale au niveau de la nature profonde. Et il y a un moment donné, ça se justifie de cette façon-là, c'est comme ça se présente comme ça. Mais il y a des exercices par exemple, il y a un exercice que j'aime bien proposer, c'est celui de lire une situation de votre vie quotidienne à travers chacune des strates de l'être. Donc pour le faire, il faut avoir une certaine familiarité avec les strates, c'est-à-dire vous racontez un événement au niveau mental et vous dites ce que le corps a vécu, le corps, la sensation s'exprime sur cet événement. Vous en faites une lecture émotionnelle qui est souvent la plus spontanée, celle-là. En général, on fait souvent une lecture mentale émotionnelle d'un événement, et puis après, on invite dans la descente à faire une lecture sur le niveau du sentiment, de l'intuition. Qu'est-ce que dit le sentiment sur cet événement particulier, où on peut être bloqué quelque part, par exemple? Qu'est-ce que dit le sentiment, qu'est-ce que dit l'intuition, et qu'est-ce que dit mon âme? C'est une question posée à 6 niveaux. Et avoir la réponse à cette question-là est plus facile quand on fait la descente comme ça, cet exercice-là, chez soi, assez souvent, pour apprendre à reconnaître ce que moi j'appelle les différentes qualités ou différentes saveurs, parce que chaque strate a une saveur particulière, une caractéristique qui fait qu'on la reconnaît, qui peut être difficile après de ne pas savoir répondre à ce qui se passe à l'intérieur de soi à un moment quelconque. Chaque strate a sa fonction, chaque strate est noble, elle a sa valeur. Ce qui s'y passe a une valeur. Et donc,
quand on arrive sur une émotion dite négative, ce qui est intéressant de faire, c'est plutôt que d'essayer de la perdre, de la dépasser ou de la contourner, comme on fait parfois, c'est d'essayer de l'élargir au niveau du sentiment. C'est-à-dire, quel est le sentiment, quelle est la noblesse de cette émotion négative? Quelle est sa dimension plus profonde? Comment est-ce qu'à partir d'une émotion, même la pire de toutes, vous m'en citerez une si vous voulez, on peut arriver à l'âme, sans dissociation? Alors que si on se limite à la perception de l'émotion comme on trouve même dans certaines écoles spirituelles comme une erreur, l'émotion est une erreur pour certaines personnes, moi je le vois comme un élément dans le chemin de vie. Donc le chemin de vie, c'est ce déploiement de l'âme qui vient vivre un apprentissage à travers les strates, à travers l'incarnation. Cet apprentissage-là se fait à travers, on ne peut pas exclure une strate, il se fait à travers chacune des strates. Évidemment, dans le sens de la descente, c'est-à-dire quand on regarde les choses du niveau le plus superficiel au plus profond, le fait d'être coupé, que l'émotion soit coupée de l'âme, de l'intuition et du sentiment, fait qu'il y a une forme de perte. C'est pour ça qu'on arrive à considérer l'émotion comme un problème. Mais la même émotion, vécue comme un problème, quand elle est irriguée par l'âme, prend tout son sens. On comprend sa fonction. Est-ce qu'il y a des émotions neutres qu'on peut rendre positives? Alors, je suis favorable à l'idée de laisser les émotions pour ce qu'elles sont. D'essayer pas de les rendre quelque chose à leur propre niveau. On ne travaille pas sur l'émotion elle-même, on essaie de l'élargir au niveau du sentiment. Ça, c'est vraiment un exercice, je vous invite à essayer de le faire chez vous, pas seulement ce soir, c'est d'adopter cette perception de l'émotion comme quelque chose qu'on peut élargir. L'émotion étant un peu étriquée et comprimée, elle peut nous donner cette sensation d'être comprimée. Je vais venir simplement sur ce que j'appelle la conscience de la faille, qui est liée à la strate émotionnelle, pour que vous voyez pourquoi je parle de deux jambes et comment il est intéressant non seulement de faire ce chemin, ce cheminement intérieur, intériorisé, que vous pouvez faire chez vous, individuellement, même s'il y a une force particulière dans la pratique de groupe, évidemment. Plutôt que de prendre toutes les blessures et de travailler sur des blessures séparément, la multiplicité des blessures et de se perdre un petit peu, surtout que dans le feu de l'action, il va être difficile de faire l'inventaire de toutes les blessures et de savoir laquelle est activée à ce moment-là, alors que la faille est présente à l'intérieur de toutes les blessures. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est en ramenant l'attention sur cette faille au quotidien qu'on peut, à un moment donné, vivre ce que j'appelle une traversée. Donc je m'explique un petit peu. Pour trouver sa faille, parce qu'il se trouve que depuis 3 ans que je travaille spécifiquement sous cette forme avec des gens, il y a donc maintenant, je ne sais pas, il doit y avoir bien 70 failles très sérieuses qui travaillent sur elles-mêmes. Et si vous voulez, la faille, elle a elle-même 3 niveaux ou 3 strates. Toutes les failles devraient se ressembler. Je vous parle de 70 failles, il y a 70 failles qui ont une formulation différente. Toutes les failles sont fondées sur la demande d'amour. Dans ce sens, toutes les failles se ressemblent. Nous avons tous une nostalgie du sentiment de l'amour, dont nous sommes coupés, et à partir de cette nostalgie-là, se manifeste sous une forme particulière, unique d'une certaine façon, cette demande. Et cette demande, la forme particulière de cette demande, donc ce deuxième niveau que j'appelle précisément la faille, se manifeste sous forme de stratégie. Les stratégies étant la façon dont la faille cherche à éviter la souffrance. Comment est-ce qu'on pratique la conscience, que j'appelle la conscience de la faille? C'est en trouvant une formulation qui permet dans la vie quotidienne
dans des moments de mal-être ou de malaise, de se rappeler la formulation de cette faille pour se préparer à une traversée. Je vais vous donner un exemple de formulation. Quelqu'un dont la demande d'amour, vous vous rappelez, je disais fondamentalement, c'est d'abord la demande d'amour, se manifeste sous la forme de la peur d'être rejeté. Vous voyez comment ça peut se préciser. Pour une personne, quelqu'un vit la peur du rejet comme l'axe principal de cette demande d'amour. Le plus sensible. L'axe à partir duquel tout gravite. À partir de cette peur d'être rejeté, il y a des stratégies relationnelles qui se mettent en place pour éviter la sensation du rejet. J'ai tellement peur d'être rejeté que quand je le vis, j'ai l'impression, là je vais utiliser un terme qui est très important, j'ai l'impression de tomber dans un gouffre. Pour éviter cette sensation terrible du gouffre, je suis obligé de développer des stratégies qui me font remonter. Et donc les stratégies, c'est, par peur du rejet, j'essaye d'être gentil ou gentille. C'est un exemple, parmi bien d'autres. Donc on a une demande d'amour universelle qui se décline pour une personne pour des raisons historiques X ou Y, sous la forme du rejet. On ne cherche pas les raisons historiques dans cette démarche-là. Je veux dire, elles ne sont pas inintéressantes, mais ce n'est pas la clé. Donc la formule devient ceci. La personne qui vient de prendre conscience, là, dans la minute que je viens de déployer, qui prend conscience que sa marque principale, c'est la peur du rejet, parce qu'elle le constate dans sa vie quotidienne, parce que des gens lui ont fait remarquer, par exemple. Cette personne a une formulation qu'elle va utiliser au quotidien qui est « par peur du rejet, je suis en train d'essayer d'être gentille ». Et je fais toujours rajouter à la fin de la formulation, c'est juste ça qui se passe. Donc imaginez, vous êtes dans une situation, vous êtes en train de ressentir cette vieille mécanique de la peur du rejet, c'est la 300 millième fois que vous la vivez, vous ne l'avez pas traversée, vous ne savez pas quoi en faire, vous oubliez que c'est ça, même si ça se produit 100 fois par jour, vous croyez que c'est autre chose, vous essayez de décliner ça à travers toutes les blessures, toutes les stratégies, etc. Donc vous vous compliquez la vie, où il y a une dispersion qui se produit, et vous vous souvenez de la formulation de la faille, et donc vous rassemblez à chaque fois, même je dis, même si c'est 100 fois par jour, vous ramenez en un point unique le travail que vous faites sur vous-même pour arriver à une traversée. Traversée, ça se passe au niveau du gouffre, je vais y revenir. Donc la personne est en train de ressentir un malaise particulier, elle reconnaît, ah oui, par peur du rejet, je suis en train d'appliquer cette stratégie. Il y en a d'autres que celle que je viens de mentionner. Et en rajoutant c'est juste ça qui se passe, ce qui se produit avec un peu d'habitude, c'est que les stratégies s'effondrent. Vous n'êtes plus en train de faire ce que vous faites d'habitude pour éviter cette sensation du rejet. Donc vous redescendez. Puisque les stratégies s'effondrent, les stratégies c'est ce qu'on manifeste vers le haut, vers le monde, vers les autres, au-delà de la strate de la pensée. Dès qu'on est dans la relation, on projette quelque chose vers l'extérieur. La faille du rejet, par exemple, se projette évidemment, se cristallise très facilement sur le comportement des autres. Et donc à ce moment-là, on se décale d'une traversée, d'une évolution qu'on peut vivre à l'intérieur de soi, puisqu'on projette vers l'extérieur la cause du problème. Donc c'est vraiment une prise de responsabilité radicale, mais en plus qui a une efficacité immédiate, parce que si vous êtes volontaire avec ce processus, vous allez effectivement ressentir que dans cette formulation que vous pensez intérieurement, vous n'avez pas besoin de l'articuler dans tous ces détails, simplement vous vous souvenez, peur du rejet, comportement, stratégie, être gentil par exemple, pour ne pas être rejeté. Si je suis gentil, je pense que ça va marcher, ça ne marche pas toujours, mais je le fais quand même. Et je rajoute, c'est juste ça qui se passe dans le sens de, c'est pas quelqu'un qui me rejette, c'est pas autre chose, c'est pas une nouvelle exploration que je devrais faire pour mieux me comprendre, c'est toujours la même chose. Ce
qui est un petit peu rageant avec la faille, la conscience de la faille, c'est qu'on réalise qu'elle est partout. Qu'elle est partout, tout le temps. Donc au départ, on a l'impression d'être un petit peu obsessionnel, mais ça simplifie énormément la démarche. Et la démarche, elle conduit où? Elle conduit à ce que j'appelle donc une traversée. Et cette traversée, c'est que comme vous arrêtez vos stratégies, comme les stratégies s'arrêtent plus exactement, qu'elles ont tendance à s'effondrer, vous revenez à vous et vous touchez cette sensation difficile, hein, pour le moins, que j'appelle le gouffre. Et à force de vous familiariser avec cette sensation-là, vous allez découvrir que le gouffre est en fait un passage. Donc je parle de traverser dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que nous prenons tous pour un gouffre, est en fait une porte. Et une porte vers quoi? Une porte directe vers l'âme, pour les gens qui aiment le chemin direct. C'est qu'en fait, la traversée la plus radicale que vous pouvez faire dans votre vie, c'est cette traversée au niveau du gouffre, que j'appelle le passage du chat de l'aiguille. Parce que c'est un endroit très étroit, et parce qu'il semble qu'on ne peut pas passer, et que c'est là qu'on est venu passer. Et pourquoi est-ce qu'il y a une caractéristique particulière de la faille pour chaque individu? C'est parce que cette faille exprime aussi quelque chose qui a une valeur particulière pour soi. C'est comme si l'âme était venue, par exemple, si je garde l'exemple du rejet, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais si je garde l'exemple du rejet, ça veut dire que mon âme vient vivre quelque chose à travers l'expérience du rejet pour faire une traversée qui la ramène à son âme pour découvrir que c'est l'endroit, le refuge dont je parlais tout à l'heure, par exemple, dans l'exercice. C'est là où se résout ce point particulier. Mais pas seulement, aussi parce que le rejet a... Je vous donne tout en même temps, hein. En vrac, ça fait beaucoup de choses, mais après tout, je pense qu'il faut tout dire, c'est intéressant. Il y a aussi ce que j'appelle l'envers de la faille, c'est-à-dire que la démarche n'est pas seulement dans l'ombre, dans l'aspect négatif de la faille, comme l'est le sentiment du rejet ou le gouffre, c'est que l'envers du rejet, qu'on pourrait appeler par exemple l'accueil, vient marquer précisément ce qu'on est venu travailler. C'est-à-dire que pour cette âme-là, c'est l'accueil qui est le plus important, et elle vient le vivre à travers une traversée au niveau de la sensation du rejet. C'est la deuxième jambe de la démarche, telle que je la pratique avec les gens que je rencontre, c'est que, ou des groupes que j'appelle les groupes des âmes, certains, il y en a un qui a donc maintenant plus de 3 ans et demi, hein. Donc il se passe des choses intéressantes, vraiment profondes, au niveau des traversées. Et on fait ces deux mouvements-là. Il y a toujours, dans ce que j'appelle les groupes des âmes, on commence toujours par une descente des strates de l'être, et après on vient travailler sur la conscience de la faille, on voit comment les choses ont avancé au fil des semaines. Premier travail, trouver la formulation parfaite pour chacun. Ça peut prendre plusieurs semaines. Une formulation qui doit forcément toucher à l'intérieur, donner l'impression qu'on est pile poil à l'endroit de là où ça fait mal, d'une certaine façon, mais là où on sait on se souvient d'un seul coup que c'est là où on veut traverser. Parce que la faille est très simple, hein, si vous voulez, elle est brute. Le seul raffinement de la faille, c'est les stratégies. Les stratégies qui arrivent à faire croire qu'elles sont efficaces, par exemple. J'ai peur d'être dominée, donc je domine. Vous voyez qu'il y a des variantes incroyables, parce que tout ça s'est fondé sur la même demande d'amour. Oui, donc répétez la faille de Christiane au micro, que tout le monde le sache, s'il vous plaît. En fait, c'est radio-diffusé sur tout Aix-les-Bains, et après, c'est repris sur des radios parisiennes. J'ai peur d'être dominé, donc je domine. J'ai peur d'être dominé, c'est la faille gouffre, donc je domine, c'est une stratégie. C'est-à-dire, dans la partie visible, la personne est dans un comportement dominateur, dominatrice, et simplement, avec la formulation de la faille, on découvre que c'est juste le pendant d'une peur d'être dominé. Une peur qui est assez profonde, assez viscérale pour être appelée un gouffre. C'est tellement fort que je ne peux que mettre en marche. Voilà. Donc quand elle rajoute
c'est juste ça qui se passe, il y a une possibilité de revenir au point du gouffre. Dans son cas, elle, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Et je pense qu'on peut dire que cette expérience par rapport à la domination, dans les deux sens, s'est beaucoup érodée. Et vous voyez, à l'intérieur, on n'est pas juste dans une sorte d'analyse, là je décortique, mais le fond de l'affaire, c'est le fait qu'il s'agit d'une traversée spirituelle. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance, des retrouvailles avec une identité profonde qui ne peut pas se faire. Et c'est là où il y a quelque chose aussi sur le fait de descendre dans les méditations directement au niveau de la nature profonde. Le problème de ça, c'est que souvent c'est une descente, c'est donc une façon de rejoindre les profondeurs qui se fait sans traverser au niveau de la faille. Ce qui fait que quand on revient à la vie quotidienne, on a beau avoir les méditations les plus profondes, la faille n'a pas bougé. C'est pour ça que je dis qu'il faut les deux jambes. C'est mon expérience. Quand je dis il y a 35 ans que j'explore ça, moi j'ai commencé comme un méditant assidu, j'ai pratiqué dans certaines périodes jusqu'à 16 heures de méditation par jour. Et j'étais un expert en méditation, en expérience intérieure méditative, mais ce que j'ai remarqué très vite au fil des années, c'est que, effectivement, j'appelais pas ça la faille à l'époque, mais certaines choses ne bougeaient absolument pas, que les comportements restaient les mêmes. Ce que j'appelle souvent le syndrome du lundi matin après les stages, c'est que recommence le même personnage social qui fait exactement les mêmes choses, quelle que soit la dernière extase. Donc il y a besoin d'une deuxième jambe, et c'est là où j'ai amené à l'intérieur de ce monde spirituel où la pratique de la méditation est reine, d'amener quand même une démarche par rapport à la faille, donc qui simplifie aussi la psychanalyse habituelle, c'est-à-dire il s'agit de ramener ça à une marque qui a une fonction spirituelle, si vous voulez, c'est-à-dire c'est une marque. C'est un chat de l'aiguille, c'est un gouffre, donc il y a cet aspect-là, mais qui est la représentation, la matérialisation d'une invitation à traverser quelque chose, et cette chose est la plus précieuse pour notre vie. Quand quelqu'un fait cette traversée-là, ce que j'appelle l'envers de la faille apparaît, il y a comme une sublimation de la faille, c'est-à-dire elle demeure, mais elle se révèle comme vraiment comme l'indicateur premier de ce qu'on est venu faire ici. Donc c'est très important, c'est une révélation. Déjà dans la pratique, se souvenir de rassembler tous les problèmes en un point, celui de la faille, ça simplifie déjà énormément. Pratiquer c'est juste ça qui se passe pour éviter dans le feu de l'action, parce que vous savez, au moment où vous êtes dans une tension, un conflit, un mal-être profond, c'est pas le moment de commencer une analyse, un travail, parce que c'est le moment où vous êtes le plus confus. Vous êtes dedans. Quand vous êtes dans la faille, la seule chose que vous puissiez faire qui vous ramène un minimum de recul, c'est d'avoir une formulation toute prête, que vous n'avez pas besoin de reconstruire, de retravailler, de chercher une autre piste, de décortiquer toutes les nouvelles blessures et leurs ramifications. Donc je sais, par expérience, par la pratique des gens que j'accompagne, que pour quelqu'un d'attentif qui, dans le pire moment, est capable de ramener la formulation de la faille, il y a un effondrement des stratégies et de la souffrance qui vient avec, qui peut être instantanée dès les premières fois. C'est le passage royal pour revenir à l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, la première résolution de la peur du rejet, c'est de retrouver son âme. L'endroit, le seul véritable endroit où on est rejeté par personne. Ou autrement dit, où on est rejeté par tout le monde et ça ne fait rien du tout, c'est ce que je veux dire. Par rapport à l'idée qu'on devrait être un pur esprit ou une pure âme libre dans ce corps, je considère qu'en réalité, on est venu être pétri sur Terre. Et que ce pétrissage a son sens, et qu'on ne peut pas essayer d'éviter perpétuellement le fait d'être pétri, parce que c'est même le pétri, la traversée de la faille, c'est un petit peu comme un accouchement, si vous voulez, la traversée du chat de l'aiguille. Il y a un passage qui se fait, qui est un petit peu étroit, mais on le fait dans un sens qui nous ramène à notre nature profonde. Donc ce moment-là, cette expérience-là en elle-même, le simple fait de passer à travers un passage qui semble impossible, ça fait partie de l'initiation.
c'est une autre façon de vivre, même s'il reste toujours une trace de cette faille comme une mémoire. Après tout, c'est une vieille campagne, donc on n'a pas envie de l'abandonner complètement non plus. Hein? Est-ce qu'il y a des individus Des individus sans faille. J'en ai jamais rencontré, mais je peux l'imaginer avec vous. Pourquoi pas? Ce serait quelqu'un qui arrive et qui dit, voyez, moi, non, je suis juste venu là pour apprécier le fantasme universel. En résumé, Allez-y, j'ai jamais essayé ça. la question du travail, c'est simplement prendre conscience de sa faille, des stratégies qu'on met en place, Oui. et c'est la magie, si je comprends bien de cette petite phrase, c'est juste ça qui se passe, Oui, qui fait que le travail se fait par l'effondrement de la stratégie. exactement. D'accord. Oui. Et donc, qui ramène à un point qu'on va vivre encore un certain nombre de fois comme un effondrement. Oui, non, mais elle a résumé très bien. D'ailleurs, je ne devrais rien rajouter. C'était parfait.